Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mise en œuvre du PAG, les différentes composantes de la République ont été félicitées par le chef de l'État. C'était à l'étape de Cotonou à l'occasion de sa tournée nationale de reddition de comptes. Les détails dans ce journal. Bientôt les fêtes de fin d'année et le ministre de l'Énergie veut s'assurer qu'il n'y ait pas de perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Il a convié à cet effet les responsables des entreprises en charge des chantiers en cours au Bénin pour solliciter leur collaboration. Tournée départementale du président de la Cour suprême, des commissariats de police, des tribunaux et des lieux de détention et de garde à vue ont été visités par Ousmane Batoko. L'étape du littoral est à suivre dans ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement a engendré une dynamique à toutes les composantes à divers niveaux de la République. Patrice Talon a salué l'engagement et la détermination. Je vous propose de suivre un extrait de la séance de l'étape de Cotonou de sa tournée nationale que nous proposent Jérôme Houbo, Mathieu Sokenou et Patrick Belengue. C'est à l'endroit du gouvernement, de mes collaborateurs, des ministres, des cabinets, aussi bien présidentiels que ministériels, des institutions de la République. Pendant ces 5 années qui se terminent, les uns et les autres ont été vraiment à la tâche avec abnégation, avec tout le sacrifice nécessaire, avec foi, avec passion. Et j'ai pu voir les uns et les autres, parfois, au bord de l'épuisement. Et ces résultats que nous partageons n'ont pas été possibles sans leur détermination. Je voudrais devant vous tous les féliciter. Je voudrais sincèrement les remercier pour leur dévouement, pour notre cause de développement. Je voudrais également féliciter les institutions de la République, toutes alors, le Parlement, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Les institutions ont toutes, sans exception, contribué à ce que nous avons pu faire ensemble depuis ces 5 années. Elles ont inlassablement communiquer chacun restant dans son rôle avec le gouvernement pour accompagner notre action commune et ont prodigué les conseils, ont pris les décisions qu'il faut pour chaque fois nous ramener dans le bon chemin et ça a été très utile. Je voudrais particulièrement saluer la 7e mandature de l'Assemblée nationale, le Parlement qui a passé la main à la mandature actuelle. Ils nous ont accompagnés dans le vote de certaines lois utiles, nécessaires, mais difficiles. Il en est de même pour cette mandature législature qui est en cours, la 8e, qui travaille comme jamais dans l'élaboration des lois, le vote des lois. Ce qui se passe est vraiment extraordinaire. Moi, je suis sincèrement admiratif du dévouement des institutions et de leurs membres, pris individuellement et collectivement. Je me joins au peuple béninois tout entier, à mes concitoyens, pour leur adresser
mes félicitations, pour leur adresser mes remerciements. Et dire que le constat de notre renaissance se traduit aussi par leur disponibilité et leur performance. L'ancien ambassadeur et conseiller spécial de la division sécurité humaine au département fédéral des affaires étrangères de la Suisse a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur la prévention de l'extrémisme violent. Regardez. Nous sommes en mission ici avec une délégation qui est dirigée par un représentant du ministère suisse des Affaires étrangères, et dans lesquels se trouve aussi également une personne qui vient d'un centre de sécurité qui était à Genève, qui s'appelle le DICAF. Nous avons demandé cet entretien qu'il nous a extrêmement gentiment accordé. D'abord au niveau bilatéral et multilatéral, nous avons des préoccupations communes, puisque l'autre sujet ici, c'est l'extrémisme violent et comment prévenir l'extrémisme violent. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup, il y ait des jeunes qui basculent sur la violence? Et essayer de discuter avec le président de l'Assemblée nationale, comment est-ce que lui, en tant que représentant les élus, la charge suprême des élus, il perçoit ce besoin des populations de comprendre ce qui se passe avec l'extrémisme violent. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, a entrepris depuis quelques jours une tournée départementale dans l'Atlantique et le littoral. Une occasion pour lui de visiter les commissariats de police, les tribunaux et les lieux de détention et de garde à vue. L'étape du littoral avec Bruno Soali et Benjamin Denayon. C'est une tradition institutionnelle indérogeable. À la Cour suprême, Ousmane Batoko entame son parcours d'inspection par une visite de courtoisie aux autorités locales du littoral. C'est nécessaire que cette justice, notre justice en tout cas, prenne une part active et responsable dans cette édification, dans cette construction de la démocratie dans notre pays. Et cela passe par le rapprochement de la justice des justiciables. Nous voudrions faire en sorte que les relations que le citoyen a avec la justice soient non seulement des relations de respect mutuel, des relations de considération. Cette initiative, cette inspection que vous entreprenez cette année et qui est devenue depuis une tradition, nous la félicitons, nous la saluons et depuis que vous l'avez instaurée, je crois qu'il y a du mieux quand même au niveau des juridictions de fond, au niveau des prisons et au niveau des OPJ. Mais il faut continuer. Sur son itinéraire, le président de la Cour suprême a dans son agenda le commissariat central de Cotonou. Ici, l'hôte du commissaire central est reçu pour des échanges sur le fonctionnement de ce lieu fort de la police républicaine. Le président de la Cour suprême passe ensuite au contrôle des registres de plaintes et autres documents confidentiels du fonctionnement du commissariat central avant de visiter les différents compartiments dont les cellules de garde à vue. L'un des temps forts de cette tournée d'inspection reste la rencontre entre le président de la Cour suprême et les officiers de police judiciaire. Je sais ce que vous subissez. Surtout quand on envoie une convocation à quelqu'un, c'est la panique. On cherche l'ami, du frère, du cousin, du copain qui va parler au commissaire. Si personne ne parle au commissaire, on ne parle pas au commissaire. Il faut d'abord parler. Vous avez vu le commissaire? On dit non, va, il n'y a pas de... Ah non, non. Je ne peux pas aller sans la garantie du commissaire. Pour qu'il en soit ainsi. Et c'est la même chose aussi quand quelqu'un convoqué devant le parquet. Tous ceux qui sont convoqués par le parquet, c'est la même chose.
Vous comprenez quelle est ma situation, moi, premier juge du Bénin, où tout le monde estime que je suis capable de tout. Je le commissaire. Même celui qui a commis un délit, même celui qui a commis un crime, il pense que si on parle au président de la Cour suprême, non, ça va se régler. C'est pour ça que je dis que ce que vous faites, madame, monsieur, ce n'est pas facile. Mais c'est la mission que l'État vous commande. D'enrichissants échanges sur les cas pratiques rencontrés dans les commissariats de police ont meublé cette rencontre. La délégation de la Cour suprême n'a pas oublié dans son parcours les détenus de la prison civile de Cotonou. Là encore, Ousmane Batoko a rencontré les responsables de cette maison d'incarcération pour s'imprégner des réalités de son fonctionnement. Après la prison civile de Cotonou, le tribunal de première instance de Cotonou a ouvert ses portes à la délégation de la Cour suprême pour une visite de travail avec les praticiens de droit de ce lieu de justice. Parlons à présent de cette évaluation citoyenne dans le secteur de la justice. C'est une initiative des organisations de la société civile. La gestion des contentieux administratifs dans les tribunaux et leur système d'information étaient les principaux sujets objets de l'évaluation. Cette rencontre entre les membres de la société civile et les acteurs de la justice fait suite à un constat. Celui de la lenteur des procédures judiciaires et de la gestion des contentieux administratifs. Les organisations de la société civile montent au créneau. Elles veulent comprendre cette situation. Cela passe par une évaluation citoyenne. Le canal d'information utilisé est en inadéquation avec la procédure administrative, puisque quand on dit administration, on parle d'écrit. C'est un processus qui consiste à recueillir les opinions des requérants, des justiciables, sur leur perception à l'égard de la justice administrative, compte tenu de ce qu'ils ont vécu, après avoir enclenché un processus de contentieux administratif. Il faut dire qu'au préalable, il a été identifié un certain nombre d'indicateurs qui servent à l'appréciation par les citoyens, par les requérants. Et donc c'est sur la base de ces indicateurs-là, après bien entendu avoir expliqué le contenu de chaque indicateur aux requérants, aux participants, c'est sur ces indicateurs-là qu'ils se prononcent, qu'ils donnent des notes et on calcule la moyenne pour dégager la perception globale que les requérants ont à l'égard de la justice administrative. 2 heures d'échange au cours desquelles ces hommes de loi ont apporté des clarifications. Avec le nouveau code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, désormais, il y a une chambre au moins administrative dans tous nos tribunaux, à la cour d'appel aussi. Donc, dans le but uniquement de rapprocher la justice administrative des citoyens. Un satisfecit se dénote à la fin des travaux. Ce n'est pas la première fois que nous avons fait ce travail-là. Nous sommes au 2e round, donc disons la 2e fois. Et au premier round, disons, la première fois, nous n'avions pas eu assez de personnes qui ont déjà enclenché le processus du contentieux administratif. Voyez-vous, mais pour cette 2e phase déjà, nous en avons eu jusqu'à 9 qui ont répondu réellement présents. Cette évaluation citoyenne sera élargie à d'autres corporations. Prochaine étape, le secteur de l'enseignement. Le Bénin et le PNUD, à l'heure de l'évaluation des performances, la revue annuelle de l'année en cours a permis de passer en revue les succès et d'énumérer les difficultés. Armand Rodrigue-Amégan, Simon Villon. Autour de la table, les acteurs de l'écosystème PNUD État béninois. Un tandem en étroite collaboration qui marque un arrêt.
Pour la qualité de cet élément. Sur initiative des ministres de l'énergie et du cadre de vie, les entreprises ayant en charge les différents chantiers en cours dans le pays ont été invitées à une rencontre. Il a été question avec elles de voir qu'il n'y aura pas, j'y arrive, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique pendant la période des fêtes de fin d'année. Les détails de Lénaï Kabazaou et de Benjamin Denayan. Pour des fêtes sans discontinuité dans la fourniture de l'énergie électrique, le ministre Jean-Claude Oussou s'engage. De commun accord avec son collègue du cadre de vie, sont ici invités les entreprises en charge des travaux d'asphaltage et de la construction d'infrastructures de développement dans différentes villes du Bénin. Des travaux qui occasionnent des fois la destruction des câbles souterrains de la SBEE, provoquant par ricochet des perturbations dans la distribution de l'énergie électrique. Donc j'ai souhaité, après avoir échangé avec mon collègue, nous avons décidé ensemble de faire cette rencontre ce matin pour échanger et surtout trouver les voies et moyens pour que cette période très sensible qui s'annonce puisse se passer avec le moins de discontinuité électrique possible. Et je suis sûr que les uns et les autres ici présents aujourd'hui pourront apporter leur pierre à l'édifice pour qu'on trouve vraiment la meilleure façon de coopérer pour que tout se passe bien pour nos concitoyens. Je pense que d'abord, le premier point important dans le dispositif que nous avons à mettre en place pour cette période de fête, c'est le partage d'informations et une information précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que collectivement, nous devons avoir la maîtrise des calendriers et des zones d'intervention, surtout pour ce qui concerne les travaux à risque dans les zones critiques. Tour à tour, les entreprises se sont prononcées et ont promis de collaborer pour relever le défi. Il n'est pas à exclure, pour certaines d'entre elles qui ne sont pas encore à l'étape de finition, un réaménagement de calendrier en vue de différer certaines activités afin de permettre aux populations de bien fêter. Si nous nous engageons de faire le maximum pour éviter le dégât éventuel de câbles SBE et même pendant cette période sensible, même à l'avenir. Il y a une réelle volonté de collaboration entre les uns et les autres et ça, je ne peux que l'encourager et vous exhorter à y arriver absolument. Voilà qui annonce donc une période de fête sans désagrément due à l'énergie électrique. Le mouvement Réseau Patrice Talon 21 vient d'installer sa coordination départementale de l'OME. La cérémonie a eu lieu à Semepodi. Les activités de cette cellule seront coordonnées par une des têtes couronnées de la localité. Compte rendu. Département de l'OME, Patrice Talon est à l'honneur. Il est chanté et loué pour un bilan que ceux d'ici jugent convaincant. C'est dans cette joie que le réseau Patrice Talon est accueilli avec sa coordination départementale. Nous avons un grand défi à relever. C'est d'atteindre les deux objectifs que s'est assigné le réseau Patrice Talon. Notre premier objectif, qui est rappelé un peu partout, c'est de tout faire pour que la participation aux élections présidentielles de 2021 soit au moins à 70%. C'est avec enthousiasme et c'est avec grande joie que j'ai pu prendre part à cette installation et qui consacre Sa Majesté le roi Dahomey Wadagbe en tant que coordonnateur de l'OME Plateau. Toute ma joie est grande parce que quand on dit l'OME Plateau, c'est dire également à Guégui. J'ai donné tout mon engagement à travailler aux côtés de cette coordination de sorte à ne pas faire erreur, de sorte à expliquer à la population qu'il n'y a pas d'erreur à faire en 2021. Nous savons ce de quoi nous parlons et nous sommes persuadés. Persuadé que Patrice Talon aura été un homme de développement et serait porté en triomphe s'il venait à être candidat.
Un atelier de capitalisation des acquis du programme RECAFEM, programme de renforcement des capacités d'action des femmes, a eu lieu à Cotonou. Les échanges ont permis de faire le bilan du RECAFEM et de penser à la pérennisation du programme. Lénaï Kagwazaou, Alexis Segbemo. Après 17 ans de mise en œuvre au Bénin, le programme RECAFEM arrive à son terme. Le RECAFEM, programme de renforcement des capacités d'action des femmes, a œuvré à la promotion de la femme et à l'égalité des genres, sur les plans social, politique, culturel et économique. La 4e phase du programme a été dédiée à l'accès des femmes aux postes électifs et nominatifs et a notamment favorisé une forte participation des femmes au communal de 2020. Cœur Bénin Togo a été la mandataire de la coopération suisse pour l'exécution du RECAFEM 4, avec pour principaux partenaires les consortia Rifonga Wanep et Bani. Des innovations et appuis spécifiques ont été apportés aux femmes pour leur autonomisation et renforcement de leurs chances pour participer aux élections communales de mai 2020. Ce qui a permis d'augmenter de 20% le nombre de femmes élues conseillères. On a quand même un certain nombre de femmes élues qui sont des produits vivants de ce programme et c'est très très réjouissant, mais aussi dans le secteur du développement économique où des femmes ont réussi à développer, à s'autonomiser. Et ce sont des résultats vraiment très, très encourageants, mais encore une fois qui ne doivent pas occulter que les défis restent très importants. Le ministère en charge des Affaires sociales salue les grandes avancées observées grâce aux actions du RECAFEM au Bénin. Plus d'une décennie déjà que la coopération suisse s'est engagée à œuvrer du côté du gouvernement béninois pour la réduction des inégalités du genre à travers l'accompagnement des centres de promotion sociale, la promotion de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et l'autonomisation économique des femmes. Dans l'arène politique, la contribution du RECAFEM a été surtout d'outiller les femmes en ce qui concerne le leadership, l'art oratoire et la gestion des finances publiques. À travers ce renforcement de capacités, je sais que je suis capable de telle ou telle chose et même au niveau des instances de prise de décision, je vais parler du conseil communal. Mes interventions sont des interventions de qualité. Un nouveau programme d'appui est appelé à voir le jour en s'inscrivant dans la continuité du RECAFEM afin d'assurer un développement équitable pour les hommes et les femmes. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin a accueilli le lancement du projet Eau, assainissement et hygiène de l'Afrique de l'Ouest. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni toutes les parties prenantes du projet au siège de l'Association nationale des communes du Bénin, Jean-Claude James. Le directeur du projet et les maires des 8 communes sélectionnées dans un exercice de signature des mémorandums d'entente. L'un des temps forts de cette cérémonie de lancement officiel du Mini-Wash. L'objectif de l'USAID à travers ce projet est d'aider les administrations municipales, les directions et agences nationales, les fournisseurs de services à maintenir et développer des services d'eau et d'assainissement et d'hygiène pour répondre aux besoins essentiels des populations, y compris les populations pauvres et mal desservies, vivant dans les zones urbaines et périurbaines des 16 communes d'intervention. Le projet Municipalities Watch, à travers ses objectifs et ses résultats attendus, cadre parfaitement avec la vision de l'ANCB. L'ANCB est prête à non seulement accompagner, mais aussi à jouer pleinement sa partition pour une mise en œuvre efficiente de ce projet. Durabilité financière et investissement privé, fiabilité opérationnelle, gouvernance et gestion municipale, apprentissage et partage de connaissances. Il s'agit des 4 composantes de ce projet de 18 millions de dollars qui prend en compte 8 communes en Côte d'Ivoire et 8 au Bénin. Le projet Mini-Wash donne aux communautés les outils dont elles ont besoin pour grandir ensemble, pour se développer ensemble, pour construire ensemble cet avenir brillant et sain.
Je tiens à exprimer la gratitude de tout le peuple béninois au gouvernement américain pour son appui constant et multiforme à notre pays dans son combat pour le développement. Je voudrais convier tous les acteurs du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à adopter une approche participative et inclusive afin de permettre à toutes nos populations d'accéder dans un délai relativement court à l'eau potable et à un environnement sain. Démarré depuis 2019, le projet Eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest MuniWash prend fin en 2024. Il va contribuer à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 qui parle de l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Sachez, mesdames et messieurs, que le ministère de l'Agriculture pleure encore son directeur de cabinet, décédé le 27 novembre dernier avant son inhumation qui a eu lieu ce jeudi à Porto Novo. Tout le personnel, sous l'autorité du ministre, lui a rendu un hommage. Jean-Claude James Calvador Arwano. Bonaventure Gbekpode Kwakanou est accueilli pour la dernière fois au ministère de l'Agriculture, son lieu de travail où l'attendaient des membres de sa famille, des personnalités, des collaborateurs et des amis, tous affectés par son départ inattendu le 27 novembre 2020. Nous aurions souhaité que ce vendredi 27 novembre 2020 n'arrive jamais. Le Tout-Puissant en a décidé autrement. Que de leçons apprises, que de situations arrangées, que de documents d'orientation du secteur élaborés et mis en exécution. Homme de grande valeur, merci pour ces années bien remplies au service du secteur agricole et pour l'héritage légué à la génération future. Que ton exemple nous aide à poursuivre notre chemin avec la même foi et la même espérance. Celui qui laisse précocement le fauteuil du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture est l'un des artisans des nouvelles réformes dans le secteur agricole. Professionnellement, techniquement et socialement, il est bon selon les différents intervenants. Tout le personnel de l'association des projets de coton par ma voix réitère leur attachement et leur admiration pour la qualité de l'empreinte que tu as laissée à la filière coton. Au nom des membres de l'AIC, j'adresse à toute la famille mes vives condoléances et j'adresse au ministre Gaston Dossoui mon souhait profond de pouvoir trouver parmi les collaborateurs du ministère un Bonaventure pour poursuivre la route. Monsieur le ministre, vous avez été là, du début à la fin. Vous avez été comme un frère pour lui et comme un père pour nous. Eh bien, nous n'avons pas de mots pour vous exprimer notre reconnaissance. Aux différents amis, collègues, partenaires ici présents, vous qui avez d'une manière ou d'une autre exprimé votre compassion, vos prières, votre soutien et votre affection de quelque manière, veuillez entendre par ma voix le signe de la gratitude infinie de notre famille. À 68 ans, le désormais ancien directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche repose depuis ce jeudi dans sa dernière demeure au cimetière de Danto, à Porto Novo. Hors du Bénin, les corps de 4 enfants migrants âgés de 5 à 10 ans ont été retrouvés sur une plage à l'ouest de la capitale libyenne à la suite du naufrage de leur embarcation en France. Emmanuel Macron est testé positif au coronavirus. Voici la compilation des informations dans le monde avec Jérôme Humbo. Les corps de 4 enfants migrants âgés de 5 à 10 ans ont été retrouvés mercredi sur une plage à l'ouest de la capitale libyenne Tripoli, à la suite du naufrage de leur embarcation qui tentait de gagner l'Europe, a indiqué le Croissant Rouge libyen. Le sort des autres passagers, leur nationalité ou leur point de départ n'était pas connu mercredi. En Tunisie, cela fait 10 ans que Mohamed Bouazizi, un vendeur de fruits et légumes en colère à cause du harcèlement policier, s'est immolé par le feu à Sidi Bouzid.
Cet acte a déclenché un violent soulèvement qui a renversé le dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Ben Ali a fui en exil le 14 janvier 2011, déclenchant une série de soulèvements à travers le monde arabe. Mais aujourd'hui, alors que les drapeaux tunisiens sont alignés dans les rues de Sidi Bouzid, il y a peu de raisons de se réjouir. 6 hommes en combinaison jaune, couverts intégralement de la tête aux pieds, montent laborieusement vers une cavité perdue au cœur de la forêt gabonaise à la recherche de nouveaux virus émergents. Ces hommes, chercheurs au Centre international médical de recherche de Franceville, se rendent dans une grotte infestée de chauves-souris, des animaux suspectés d'être à l'origine de nombreuses épidémies transmises à l'homme ces dernières années. Nous étudions les chauves-souris de ces grottes parce que les chauves-souris sont suspectées être des réservoirs de plusieurs agents pathogènes, incluant donc le virus Ebola. Donc en dehors de la surveillance des virus responsables des fièvres hémorragiques virales, nous surveillons également d'autres virus dans ces populations animales-là. Vous allez bien ? En France, Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 et va s'isoler pendant 7 jours, annonce l'Élysée, de même que le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, des cas contacts du président. Après le diagnostic établi par des tests PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, ajoute la présidence dans un communiqué. De même pour Brigitte Macron, cas contact mais qui ne présente aucun symptôme, a précisé son cabinet. Toujours en France, affaire Charlie Hebdo, près de 6 ans après l'électrochoc des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé mercredi des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion et la perpétuité pour les complices des attaques, mais a écarté la qualification terroriste pour 6 des accusés. À l'énoncé du délibéré, des avocats de victimes des attaques contre Charlie Hebdo et le magazine Hypercatcher ont salué une décision mesurée qui restera pour l'histoire. Ces 3 mois de procès, c'est l'honneur de la justice française et c'est extrêmement important que les extrémistes violents, terroristes, n'aient pas le dernier mot. C'est la justice et la liberté aujourd'hui qui ont le dernier mot. C'est d'abord le soulagement parce que les victimes sont épuisées. Elles ont donné beaucoup d'elles-mêmes. Elles sont allées au-delà parce qu'elles ont voulu écouter les prévenus, elles ont voulu comprendre. Elles n'ont pas les réponses à toutes les questions, mais en tout cas, elles se sont donné du mal. Est-ce que vous avez entendu pendant le procès, ils n'en ont jamais parlé, que Saïd Kouachi était en prison à Meaux-Choconin jusqu'au septembre 2014 et qu'il criait partout qu'il allait venger le prophète et qu'il avait les armes. Ça fait 4 ans qu'on essaie d'avoir des magistrats pour nous entendre et aujourd'hui, la justice a reconnu officiellement que ça n'était pas un terroriste. C'est très important, c'est le plus important pour lui. Pour son rôle particulièrement actif dans la préparation des attentats, le principal accusé, Ali Riza Polat, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable de complicité des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Ahmedi Koulibaly. Quelques 200 personnes se sont constituées partie civile au procès, premier en matière de terrorisme à être intégralement filmé. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.